Ma présentation sera plus axée sur effectivement l'impact que peut avoir le binge drinking sur le cerveau. Comme l'a dit Pierre, les temps ont changé. Il est clair que par rapport à il y a quelques dizaines d'années, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est souvent utilisé comme argument par les alcooliers, c'est que le taux de consommation d'alcool a diminué par litre et par habitant dans notre pays. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le mode de consommation a changé et effectivement, si on boit moins en moyenne par habitant et par année, on boit plus de façon donc sur un mode de binge drinking. La consommation excessive, ponctuelle et exagérée a vraiment vu le jour, notamment donc chez les jeunes étudiants, chez les jeunes adolescents, et également un mode de consommation qui s'étend de plus en plus aujourd'hui à la population féminine. Alors, les temps ont changé, donc, comme on le voit, l'âge des premières consommations, des premières cuites a reculé par rapport au passé. Et effectivement, si dans le passé, on buvait un peu de tout de façon régulière, ici, on constate aujourd'hui que les jeunes se focalisent de plus en plus sur les alcools forts. Alors, évidemment, soyons clairs, je ne suis certainement pas ici pour vous donner un cours de morale. J'aime aller boire mon petit verre. Vous voyez d'ailleurs, logiquement, vous devez reconnaître sur la gauche ici une personne qui vient juste de vous parler. Donc voilà, on n'est absolument pas là pour faire de la morale. Par contre, l'idée est qu'on vous a sans doute abreuvé aussi durant ces 2 jours des effets à court terme d'une consommation excessive d'alcool. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Vous avez également tous entendu parler des effets à long terme de la consommation d'alcool sur notre santé, sur notre organisme en général. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous donner, on va dire très rapidement évidemment, des informations assez précises, je l'espère, sur l'impact que peut avoir une consommation excessive et régulière d'alcool sur votre cerveau. Et vous avez certainement déjà vu ce genre d'image, qui est donc ici l'image d'un cerveau sur votre gauche, donc d'un sujet non consommateur, d'un participant non consommateur d'alcool, et le cerveau apparié en âge et en genre d'un même cerveau, d'un patient alcoolique. On sait, vous savez tous, l'alcool est une substance neurotoxique, c'est une substance qui tue les neurones, et ça se matérialise donc au niveau structurel, comme vous le voyez, par une perte de la masse musculaire qui peut être donc enregistrée assez facilement à l'aide, par exemple, d'une IRM. Alors, vous savez, effectivement, on dispose aujourd'hui dans le vaste champ, j'ai une formation de psychologue, vous savez que c'est développé depuis des dizaines d'années le vaste champ des neurosciences cognitives, et donc ces neurosciences ont également bénéficié ces dernières dizaines d'années de l'avènement de techniques d'imagerie cérébrale, les techniques notamment qui permettent d'un côté d'avoir des informations anatomiques, donc de localisation sur quelles sont les régions du cerveau qui vous permettent de réaliser une tâche cognitive quelle qu'elle soit. On parle là notamment de tomographie par émission de positrons, de la résonance magnétique fonctionnelle. Et on peut également avoir des données sur, on va dire, des données qui sont plus temporelles, c'est-à-dire par exemple liées à la vitesse du traitement de l'information, notamment via des techniques neurophysiologiques. L'objectif de cette technique d'imagerie cérébrale est effectivement d'avoir quelque part des hypothèses sur le fonctionnement du cerveau chez un sujet sain et que l'on peut donc contraster à ce qui dysfonctionne chez des patients à une pathologie quelle qu'elle soit. Alors très rapidement aujourd'hui, quel va être mon agenda ? Tout d'abord, je vais vous donner par rapport au binge drinking quelques notions qui me semblent importantes, notamment pour pouvoir ensuite en arriver à l'illustration par 2 études empiriques qui ont été quelque part réalisées pour combattre ce que j'appelle des fausses croyances. Et la première étant, si je bois ponctuellement, mais que je fais attention le reste du temps, ça n'aura pas ou peu d'impact sur mon cerveau et sur ma santé. Et ensuite, une deuxième croyance qui est que tant que je ne vois rien dans ma vie de tous les jours, c'est que finalement, ça n'a pas d'impact. Et ensuite, il y aura quelques brèves conclusions. Alors tout d'abord, comme vous le savez tous, ou en tout cas pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, c'est que l'alcool, c'est fun. Pourquoi ?
Bien, vous avez certainement déjà aussi entendu parler de ce circuit de la récompense qui est caractéristique dans notre cerveau. Et l'alcool est une substance qui va très rapidement, une fois qu'elle est ingérée, baigner notre cerveau et donc qui va moduler, qui va augmenter la libération de dopamine dans ce circuit de récompense. C'est donc pour ça que très rapidement, une fois qu'on boit, on ressent du plaisir, on est désinhibé, on parle plus facilement, on est plus sociable. Et pourquoi aussi on dit que l'alcool est un puissant signal d'apprentissage qui va favoriser la prochaine consommation? Tout simplement parce que ce circuit de la récompense, il se situe très près des zones de mémoire. Et donc très rapidement, notre cerveau va créer ce qu'on appelle des associations, c'est-à-dire qu'on va associer le fait de boire à, par exemple, le fait de se sentir mieux ou de ressentir du plaisir. En d'autres termes, si je suis stressé et que je bois un verre, mon expérience de mémoire va être que si je suis stressé et que je bois, je vais me sentir mieux. C'est donc aussi quelque chose qui peut très rapidement induire un apprentissage et favoriser les consommations répétées. Alors cela est d'autant plus vrai quand on est jeune, car comme vous le savez, les jeunes ou les adolescents, on les caractérise souvent comme étant des jeunes ayant le goût du risque, une aversion à la perte, des personnes qui recherchent les sensations. On parle souvent de myopie du futur, c'est-à-dire que l'adolescent va privilégier la récompense immédiate en dépit des conséquences négatives tardives. Pourquoi? Tout simplement parce que si ces zones du cerveau qui correspondent globalement, donc très schématiquement aux zones limbiques de notre cerveau, sont très vite matures dans notre cerveau et dans le cerveau d'un adolescent, par contre, les zones plus frontales et préfrontales qui sont censées réguler ces comportements à risque, elles continuent à maturer longtemps dans le temps et n'atteignent leur maturité, aujourd'hui on le sait, qu'autour de 20 à 25 ans. Alors le problème, évidemment, si vous ingérez énormément d'alcool, qui est donc une substance neurotoxique, au plus vous êtes jeune, au plus vous allez empêcher cette neurogenèse. Et donc déjà à la base, vous êtes moins apte parce que votre système de contrôle n'est pas encore mature, mais en plus, en buvant d'alcool, vous induisez une perte neuronale qui va donc fortement réduire la mise en place de ce système de contrôle. D'où effectivement également l'importance d'étudier ce phénomène de consommation excessive chez les jeunes. Alors j'en arrive déjà, je vais dire, à l'étude qui a testé cette première croyance et qui est quelque chose qu'on entend chez les jeunes, mais qu'on entend aussi chez les adultes. J'ai longuement joué au football dans ma vie et dans les buvettes de football, c'était vraiment les troisièmes mi-temps, c'était vraiment ce qu'on entendait très souvent. À savoir, écoutez, moi cette semaine je bois de l'eau parce que samedi j'ai un anniversaire et là je vais me donner à fond. Donc en gros je bois de l'eau toute la semaine, mais samedi soir je vide en 2 ou 3 heures une bouteille de whisky. C'est quelque chose qui est largement véhiculé et auquel vraiment énormément de personnes croient. Alors par rapport à cette croyance, nous avions réalisé avec Pierre durant son doctorat une première étude en 2009, ça fait déjà plus de 10 ans, où nous avions interrogé des étudiants qui entraient en candidature en bac, en psycho, et nous avions identifié 18 personnes, 36 personnes que nous avons réparties ensuite en 2 groupes, à savoir 18 personnes qui ne consommaient pas avant leur arrivée à l'université, d'accord, ici, qui buvaient en moyenne 1 dose d'alcool et demi par semaine, et qui disaient que pendant l'année académique, le fait d'arriver à l'université n'allait pas du tout modifier leur consommation. Donc des personnes qui disaient « moi je n'ai pas beaucoup bu ou quasiment pas bu dans ma vie jusqu'à maintenant et je vais continuer comme ça ». Et comme vous le voyez, entre leur arrivée à l'UNIF et 9 mois plus tard, vous voyez que la consommation, effectivement, reste très faible et très modérée chez ces participants. À ces patients, à ces sujets contrôle, nous avons opposé un groupe que nous avons appelé le groupe binge drinker, car comme vous le voyez, à leur arrivée à l'UNIF, ils ont un mode de consommation qui est très léger et très faible, identique à celui des contrôles, mais 9 mois plus tard, ils ont largement bénéficié des festivités à Louvain-la-Neuve, et leur consommation a, elle, évolué en moyenne 2 doses par semaine à plus ou moins 35 doses par semaine. Donc on a un groupe ici qui, en 9 mois, est devenu binge drinker, versus un groupe qui est resté contrôle.
Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la méthodologie. La tâche qui était réalisée était vraiment très simple. Mais donc, on compare donc, ces 18 binge drinkers et ces 18 contrôles lors d'une tâche électrophysiologique. Et on faisait cette tâche et ces questionnaires à leur arrivée à l'UNIF une fois qu'ils ont été sélectionnés et 9 mois plus tard. Alors, ce qui est important dans un premier temps également, c'est qu'il n'y a aucune différence comportementale, donc de vitesse de réponse ou de performance aux tâches, et ce, aussi bien au temps 1 qu'au temps 2. Par contre, ce qu'on observe si on regarde le fonctionnement du cerveau, vous avez en bleu les contrôles et en rouge les binge drinkers. Vous voyez qu'au temps 1 ici, si on focalise notre attention ici, vous avez exactement des courbes qui sont synchrones au niveau temporel, alors que si vous allez 9 mois plus tard, vous voyez que la courbe rouge est nettement retardée dans le temps. En d'autres termes, vous avez ici un retard, un délai temporel qui est déjà visible au niveau du fonctionnement cérébral et qui est spécifique au binge drinker. En d'autres termes, l'alcool étant une substance neurotoxique, je me rappelle, vous induisez une perte neuronale et cette perte neuronale diminue déjà la vitesse de traitement de votre cerveau, même si cette diminution n'est pas encore suffisante que pour induire des différences de performance visibles au niveau de la tâche. Alors évidemment, ce que je vous dis ici par rapport à cette première étude peut être attribué, comme je viens de le dire, au fait que l'alcool est une substance neurotoxique et donc que vous avez une perte neuronale due à la consommation de l'alcool en général. Comme je vous le rappelle, ce symposium est quand même focalisé sur le mode de consommation qui est le mode binge drinking. En 2012, Pierre Morage a donc refait cette étude, mais en y ajoutant 2 autres groupes. Nous avons donc ici 4 groupes expérimentaux, à savoir un groupe abstinent, c'est-à-dire des patients qui ne consomment pas d'alcool durant la semaine, un groupe que nous avons appelé les daily drinkers, donc des consommateurs réguliers hebdomadaires qui consomment plus ou moins 2 à 3 verres tous les jours, 2 à 3 doses d'alcool tous les jours, un groupe que nous avons appelé les light, les low binge drinkers. Okay, vous voyez, ils ne boivent pas lundi, mardi, mais lorsqu'ils sortent et qu'ils boivent, ils ont des consommations excessives, 10 doses d'alcool plus ou moins. Ensuite, on ne boit pas le vendredi, mais on reboit une fois le samedi. Donc 2 consommations excessives durant la semaine, en moyenne. Et un groupe, comme vous le voyez, vraiment de high binge drinkers qui, eux, consommaient énormément de doses, au moins 3 fois par semaine. Alors pourquoi ces 4 groupes ? Tout simplement parce qu'ils nous permettaient quelque part de tester 2 effets principaux, à savoir non seulement l'effet de la quantité d'alcool consommé sur le fonctionnement cérébral, mais aussi un fait qui nous intéressait particulièrement, qui était quel est l'impact du mode de consommation sur le fonctionnement cérébral, étant donné que cette fois, on avait 2 groupes ici, les daily drinkers et les low binge drinkers, qui consomment la même quantité d'alcool au bout d'une semaine, mais sur un mode de consommation différent, à savoir une consommation légère et quotidienne versus une consommation en mode binge drinking. Alors, comme vous vous attendez, si je vous montre cela, c'est tout simplement, évidemment, parce que, comme on s'y attendait, effectivement, on a observé un effet de la quantité d'alcool consommé. Donc, vous voyez en rouge, vous avez les high binge drinkers qui ont une activité cérébrale qui est moindre comparée aux low binge drinkers parce qu'ils consomment plus d'alcool et donc ont une perte neuronale accentuée. Mais de façon aussi très intéressante, nous avions une grosse différence entre les low binge drinkers et les daily drinkers, qui consomment, je vous le rappelle, la même quantité de doses d'alcool sur une semaine, mais vous voyez que la perte neuronale est nettement plus importante chez les low binge drinkers, étant donné le mode de consommation. Donc le mode de consommation qui fait prendre lieu à ces intoxications ponctuelles et excessive a un impact beaucoup plus délétère sur le fonctionnement cérébral qu'une consommation légère et régulière. Donc, par rapport à cette première croyance, déjà des premières petites conclusions. Tout d'abord, le binge drinking induit rapidement, la première étude était faite donc sur 9 mois, des modifications au niveau cérébral. Ces modifications neurales, elles sont modulées par la façon de consommer, et donc pas non seulement par le fait de consommer ou d'ingérer de l'alcool. Et attention, et c'est là ce qui va nous amener à la deuxième croyance, qui est, mais si on calcule la performance de ces participants aux tâches cognitives qu'on leur fait passer, en termes de performance de réussite de tâche ou de temps de réponse, elle reste similaire à celle des non-buveurs. Ce qui signifie que lorsque j'allais
présenter ce genre d'études à des étudiants, ils me répondaient tous « Ok, vous avez l'air de dire que c'est neurotoxique, que ça tue des neurones, mais moi, je suis en dernière année en fac de médecine et je réussis mes études facilement, donc c'est que finalement, je ne vois pas en quoi ça a réellement un impact sur ma vie. » Donc en gros, regardez, je suis bon en ligne, je réussis bien mes études, donc c'est que pour moi, finalement, ça n'a pas tellement d'impact, et pas en tout cas autant que vous me le dites. Alors pour tester cette idée que si je ne vois rien, finalement c'est qu'il ne se passe rien, nous avons réalisé une étude en résonance magnétique fonctionnelle cette fois. Nous avons pris une tâche de mémoire et nous avons choisi cette tâche parce qu'en fait elle est très simple et elle est réalisée quasiment parfaitement par tous les participants. C'est une tâche qu'on appelle la tâche de NBAC, qui est une tâche de mise à jour en mémoire de travail. Alors je vous explique très rapidement. Vous voyez successivement apparaître sur un écran des chiffres et vous devez cliquer sur le bouton quand le chiffre que vous voyez est le même que 2 précédemment. Donc en gros, pourquoi on parle de mise à jour en mémoire de travail? Parce que la stratégie pour réaliser cette tâche, c'est que vous voyez 4, puis 6, donc vous encodez 4, 6, ensuite apparaît 1 n'est pas 4, donc je n'appuie pas sur le bouton, je mets à jour ma paire en mémoire de travail, donc je barre le 4, je garde 6, 1, d'accord? Ensuite apparaît 6, là c'est bon, donc je clique, ok, je mets à jour, je garde 1, 6, c'est compris? On va voir. Bien. Ok. Donc comme vous le voyez, c'est quelque chose de très simple. On fait des blocs qui durent en général 3 à 4 minutes, donc ça demande quand même de l'attention soutenue de la part du patient, mais la performance est en général très bonne. Et nous avons donc comparé à cette tâche, ici aussi, 16 contrôles à 16 binge drinkers, avec des consommations d'alcool différentes. Et juste de nouveau, sans entrer dans les détails, ce qui est important ici, c'est que évidemment, ce que nous avons vu, c'est que la performance à cette tâche était similaire. Les temps de réponse étaient identiques entre les deux groupes et la performance était à 99% dans les deux groupes. Par contre, si on comparait l'activité cérébrale des binge drinkers au contrôle, ce qu'on constatait, c'est que pour atteindre une performance similaire, pour avoir une même performance, l'activité cérébrale des binge drinkers devait être 1,5 fois plus élevée que celle des contrôles. En d'autres termes, pour avoir une même performance des deux côtés, le cerveau des binge drinkers doit travailler de façon plus forte, plus intense, pour atteindre cette même performance. Ce qui suggère donc la nécessité de mettre en place des mécanismes de compensation dus à la perte neuronale. Donc voilà, par rapport à cette deuxième croyance, il est quand même important de se rendre compte que même si on ne voit rien à un niveau comportemental, même si on ne voit rien apparaître dans notre vie de tous les jours, le binge drinking induit rapidement des modifications cérébrales qui sont visibles donc, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale et qui sont durables dans le temps. Et évidemment, c'est l'idée de base est que ces modifications peuvent être considérées comme des facteurs de vulnérabilité au développement futur d'une dépendance à l'alcool, notamment si, dans le cours de votre vie, vous êtes soumis à des événements de stress importants ou à des circonstances de vie difficiles. Alors évidemment, une question qui est classiquement abordée par les étudiants aujourd'hui quand je fais ce genre de conférence, c'est la question de la réversibilité. Alors il est clair qu'il n'y a pas encore de réponse claire à cette question. Il est clair que l'abstinence, évidemment, va permettre une certaine forme de récupération au niveau de ces fonctions cognitives qui sont atteintes. Mais est-ce que cette récupération est totale ou partielle? Ça, ce sont des choses qui sont encore très difficiles à établir, étant donné aussi la grande variabilité interindividuelle dont nous devons faire face à notre consommation d'alcool. Alors pour en conclure, par rapport aux perspectives, c'est clair que donner un message clair de prévention aux jeunes aujourd'hui concernant la consommation d'alcool, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, comme je viens de vous le dire, il y a déjà une très grande variabilité interindividuelle sur les effets ressentis par rapport à une consommation d'alcool. Et cette très grande variabilité interindividuelle, elle fait qu'on n'a pas une recette claire à donner aux jeunes ou aux adultes qui consomment. À savoir, on ne peut pas dire, si vous consommez autant d'alcool sur autant de mois, vous allez devenir dépendant. C'est malheureusement
pas faisables, et il est clair que certaines personnes vont pendant de très nombreuses années avoir une consommation excessive d'alcool sans devenir dépendant, alors qu'une autre personne boira la même chose et après 2 ou 3 semaines, elle sera dépendante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui complique largement notre message de prévention, parce qu'on n'a pas une recette claire à donner aux participants. Et un deuxième point aussi, c'est qu'on sait que par rapport à ce phénomène de binge drinking, il y a une réduction de la consommation qui est naturellement observée chez les étudiants. Ce sont des choses, comme je le disais Pierre, qui est souvent observée à l'université, mais une fois qu'on rentre dans la vie active, qu'on se marie, qu'on est en couple, qu'on a des enfants et qu'on commence à travailler, il y a une réduction naturelle du phénomène qui peut faire penser que finalement les conséquences ne sont que vraiment observables que durant quelques années et que donc par la suite, si on arrête ou si on diminue le comportement, bien les choses reviendront à la normale. Alors évidemment, l'idée de base est quand même ici qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est vraiment important, je pense, de réaliser ce genre de symposium et de lire à ce sujet, dans le sens où je pense qu'informer et éduquer sur les dangers réels d'une consommation excessive d'alcool, c'est vraiment quelque chose d'important à expliquer à nos jeunes. D'autant plus qu'aujourd'hui, si on interroge les personnes qui travaillent dans le domaine, on constate qu'énormément de consommateurs deviennent des polyconsommateurs. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on entend très souvent des jeunes qui, quelque part, vont tenter de contrebalancer l'effet euphorisant de l'alcool, mais qui est suivi de l'état de dépression en combinant, par exemple, alcool et cocaïne, ou alors ils prennent cocaïne et benzo, ou alcool et cannabis. Ce sont vraiment des choses aujourd'hui qui semblent vraiment très fréquentes et très classiques lorsqu'on observe les étudiants. Et donc, attention à cette polyconsommation, car évidemment, la neurotoxicité est alors doublée ou triplée, et les conséquences peuvent être encore plus importantes. D'autant plus, je me répète, prévenir est mieux que guérir, qu'on sait aujourd'hui qu'en cas de consommation problématique et de dépendance, les cures actuelles des patients dépendants à l'alcool se basent toujours sur un sevrage alcoolique, un soutien psychosocial et une médication quand c'est nécessaire anti-craving, avec des perspectives futures, notamment liées à la revalidation cognitive, à la neuromodulation, etc. Mais on sait également que le taux de rechute reste alarmant. Il est classiquement décrit en Belgique, en Europe et à travers le monde que si vous êtes un patient alcoolodépendant et que vous faites une cure de sevrage, la première fois, vous avez 50% de chances de rechuter en les 3 mois suivant votre première cure. Ce qui veut dire que ce taux reste alarmant, d'où l'importance d'un message de prévention. Donc pour conclure, le binge drinking, clairement, ce n'est pas l'alcoolisme, mais soyons prudents, ça induit néanmoins des modifications neurales qui peuvent être des modifications qui vous rendent plus vulnérables à développer cette dépendance dans le cadre d'un contexte de vie difficile. Et peut-être 2 messages de prévention par rapport aux études qui ont été présentées ici. Alors évidemment, la quantité d'alcool ingérée reste toxique pour l'organisme et pour le cerveau, c'est une substance neurotoxique. Mais à partir du moment où on ne veut pas renoncer à boire un verre, c'est quelque chose de sociable, de festif, qui nous fait plaisir, l'idée est qu'il vaut quand même mieux dire à nos jeunes de boire de temps en temps, donc de façon très raisonnable et très modérée quotidiennement, que le faire parfois, comme beaucoup le font, se retenir la semaine et boire de façon excessive une fois par semaine. En d'autres termes, il vaut mieux, si vous choisissez de consommer de l'alcool, il vaut clairement mieux boire 1 ou 2 verres de vin par jour que de vous dire je ne bois pas de vin, je bois de l'eau toute la semaine, mais le samedi soir, je vide en 2 heures la bouteille de whisky. Ça, c'est quand même... Alors évidemment, il faut être très prudent en formulant ça, on est d'accord, mais l'idée est quand même importante dans le sens où une consommation légère quotidienne est quand même nettement à favoriser par rapport à une consommation ponctuelle en mode binge drinking. Et alors, un deuxième point important, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien dans notre vie de tous les jours que ça n'a pas d'impact sur notre fonctionnement cérébral, que ça n'a pas d'impact sur notre santé. L'alcool est une substance neurotoxique et quoi qu'on fasse, ça rend notre cerveau plus vulnérable. Pour les personnes intéressées, voici ici les références scientifiques des 2 études que je vous ai présentées et je vous remercie pour votre attention.